Le sel vous pique les yeux, se mélangeant à la fumée de votre maison en flammes. Les cris se sont tus, remplacés par le gémissement rythmé du bois et le claquement des vagues. Vous êtes ligoté, entouré d'une langue que vous ne comprenez pas, sur un navire voguant vers une obscurité inconnue, fantôme d'une vie laissée derrière vous. Les Chroniques franques de l'an 858 après Jésus-Christ mentionnent simplement qu'une multitude de femmes fut faite captive, une seule ligne stérile dans un registre oublié. Mais que signifiait réellement cette phrase stérile? Qu'est-il arrivé à cette multitude? L'histoire dominante se concentre sur le pillage de l'or et de l'argent, mais la véritable monnaie de l'ère viking était la vie humaine. Comment cette capture systématique de femmes a-t-elle alimenté un empire tout entier? Et que se passe-t-il lorsqu'une société non seulement tolère une telle terreur, mais la codifie dans ses lois? Continuez à regarder, et nous vous montrerons les passages de leur propre texte de loi qui sanctionnaient l'indicible. Le secret n'est pas seulement que la violence a eu lieu, c'est qu'elle était officiellement autorisée, un privilège de pouvoir terrifiant qui a été délibérément ignoré pendant des siècles. Pendant 1000 ans, cette permission est restée enfouie dans des textes obscurs, les voix de ces victimes perdues dans le temps. Elles n'ont laissé ni journaux intimes, ni lettres, ni témoignages. Mais si elles avaient laissé un autre type de trace, un témoin qui ne pouvait être réduit au silence, brûlé ou oublié, pour le trouver, nous n'allons pas dans des archives poussiéreuses, nous allons ici. Au cœur du bourdonnement stérile d'un laboratoire de génétique moderne, des scientifiques ont cartographié le code même de la vie, et à l'intérieur se cache une cicatrice permanente, un écho de ce traumatisme lointain. C'est l'histoire écrite dans le sang et la biologie. Lorsque les chercheurs ont séquencé le génome de la population fondatrice de l'Islande, une nation née au cœur de l'ère viking, ils ont découvert un fantôme dans la machine. Une anomalie mathématique choquante. La lignée paternelle, celle des pères, remontait presque entièrement à la Norvège et à la Scandinavie, à près de 80%. Mais la lignée maternelle, celle des mères, racontait une histoire complètement différente. Plus de 60% d'entre elles n'étaient pas du tout nordiques. Elles venaient d'Irlande et d'Écosse. Réfléchissez à cette mesure. 80% des pères étaient des colons vikings. 60% des mères ne l'étaient pas. Ce n'est pas un arbre généalogique. C'est l'empreinte médico-légale d'une conquête. Une scène de crime inscrite dans la double hélice d'un peuple tout entier. La question est: comment cela a-t-il pu se produire à une échelle aussi massive, définissant une nation? Et comment cette sombre réalité a-t-elle été effacée par les sagas héroïques d'exploration que nous connaissons tous? Pour trouver la réponse, nous devons éplucher les couches du mythe et affronter la cage dorée de l'histoire qu'ils ont construite. Cette cage dorée de l'histoire est une construction puissante, bâtie au fil des siècles à partir des sagas nordiques et de l'art romantique. C'est l'histoire qu'on nous vend, celle que nous voulons croire. Elle parle de maîtres charpentiers de marine, leurs mains façonnant de magnifiques navires à proue de dragon à partir de bois brut. Elle raconte l'histoire d'audacieux marchands naviguant à l'aide de la pierre de soleil et des étoiles, créant un réseau commercial mondial qui s'étendait des côtes glacées de l'Amérique du Nord aux marchés animés de Constantinople. Nous voyons l'éclat de leurs entrelacs complexes sur les bijoux, le scintillement des immenses trésors d'argent extraits du sol anglais. Nous les imaginons comme des poètes, des explorateurs et des pionniers. C'est l'histoire officielle, écrite en grande partie par les Vikings et leurs descendants, un héritage soigneusement sélectionné de force et d'aventure. C'est une histoire magnifique, polie, puissante et captivante. Et c'est une demi-vérité si brillante qu'elle nous aveugle sur l'horrible réalité qu'elle dissimule. Pour comprendre l'autre moitié de l'histoire,
il faut se tenir sur les rives d'un lieu comme Lindisfarne en l'an 793. Imaginez un monastère tranquille, un centre d'apprentissage et de paix. Les seuls bruits sont les cris des mouettes et le doux chant des moines. Et puis, une ombre apparaît à l'horizon. Un navire bas et rapide avec une terrifiante tête de serpent. Pour les gens sur cette rive, ce n'était pas l'arrivée d'un commerçant, c'était l'Apocalypse. La chronique anglo-saxonne, un récit poignant année par année de cette période, ne parle pas de commerce. Pour l'année 867, les moines d'Angleterre n'écrivirent que sur le chaos. Les envahisseurs massacrèrent, capturèrent et dévastèrent. Ce n'était pas du commerce, c'était de la terreur. Les histoires officielles, écrites par les vainqueurs, omettent les bruits et les odeurs de leur conquête. Mais les archives de leurs victimes hurlent. Elles parlent d'un peuple qui était à la fois marchand et monstre, souvent au cours du même voyage. Les mêmes mains qui ont sculpté le magnifique style d'urne sur une porte d'église étaient celles qui ont brandi la hache. Le même navire qui transportait de l'ambre et des fourrures lors d'une étape d'un voyage transportait des êtres humains enchaînés lors de la suivante. Ce n'était pas une brutalité aléatoire, c'était un modèle économique d'une efficacité terrifiante. Un modèle rendu possible par une seule technologie révolutionnaire. Un moteur de conquête qui leur permettait de frapper n'importe où, n'importe quand, sans avertissement. Pour comprendre la terreur, il faut d'abord comprendre la machine qui l'a engendrée. Pour comprendre la terreur, il faut d'abord comprendre la machine qui l'a engendrée. Regardez-le. Même aujourd'hui, 1000 ans plus tard, sa beauté est indéniable. Les lignes élégantes et élancées, la tête fièrement sculptée, la perfection absolue de sa forme. On nous apprend à le voir comme une merveille de l'architecture navale, un navire de découverte. Mais c'est une profonde méconnaissance de son objectif principal. Ce n'était pas un navire d'exploration. C'était un système d'armes, le plus avancé de son époque, et chaque courbe, chaque planche, était conçue pour la domination psychologique et la conquête violente. Leur secret n'était pas seulement le courage, c'était la technologie. Les planches superposées de sa coque à clin lui conféraient une combinaison unique de force et de flexibilité, lui permettant de se tordre et de surfer sur les vagues brutales de l'Atlantique Nord, là où d'autres navires se seraient brisés en morceaux. Mais sa caractéristique la plus mortelle était son faible tirant d'eau. Il pouvait flotter dans moins d'1 mètre d'eau. Pour un seigneur franc ou anglais dans un château fortifié, c'était un cauchemar impensable. Cela signifiait qu'aucune côte n'était à l'abri, aucune rivière n'était trop peu profonde. Une flotte pouvait surgir du brouillard, contourner entièrement les défenses côtières et remonter des dizaines, voire des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres pour frapper des villes et des monastères qui se croyaient protégés par la géographie. Et puis, il y avait sa symétrie. Une proue à chaque extrémité signifiait qu'il n'avait jamais besoin de faire demi-tour. Il pouvait aborder une plage, débarquer un groupe de pillards et repartir tout aussi vite, l'équipage inversant simplement ses positions pour s'éloigner du danger à la rame. C'était l'instrument ultime pour un raid éclair. Ce n'était pas un navire, c'était le squelette d'un prédateur affiné par des générations d'évolution pour devenir la machine à tuer parfaite. Un requin lisse et silencieux qui pouvait se glisser dans les veines d'un continent pour frapper en son cœur. C'était un engin construit dans un seul but, le pillage. L'argent, l'or, les armes et une marchandise plus précieuse que toutes les autres réunies. Ce prédateur, le drakkar, était construit pour chasser. Et sa proie la plus précieuse n'était pas du tout une chose. C'étaient les gens. Dans le monde nordique, ils avaient un mot pour eux, les thralls. La signification est simple et brutale. Esclaves. Les thralls étaient le plus bas échelon de la société, le moteur invisible qui alimentait l'ère viking.
Ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains avec des droits ou un passé. Ils étaient une propriété, des outils, du bétail à acheter, vendre et utiliser au gré du maître. Ce n'était pas un vilain secret, c'était un pilier fondamental de leur économie et de leur mode de vie. Et les sagas, leurs propres histoires héroïques, en parlent avec une normalité glaçante. Pour comprendre cela, il suffit de se pencher sur la saga de Laxdela du XIIIe siècle. Dans celle-ci, un puissant chef islandais nommé Höskulд se rend sur un marché aux esclaves animés dans la Baltique. Il fait ses achats. Parmi les rangées d'êtres humains à vendre, l'une d'entre elles attire son attention. Une femme belle mais silencieuse. Le marchand d'esclaves en demande un prix élevé, affirmant qu'elle est une princesse. Höskulд l'inspecte, traite la transaction comme n'importe quel autre achat important et la paie en argent. Il l'achète, la force à partager son lit et elle lui donne un fils. La saga ne présente pas cela comme une tragédie, mais comme une transaction commerciale. C'est simplement un événement dans la vie d'un grand homme. Mais ce que la saga passe sous silence, nous ne le devons pas. Pouvez-vous imaginer le silence de cette femme? Un silence pris pour de la stupidité, mais né d'un traumatisme inimaginable? Son nom, nous l'apprenons plus tard, était Melkorka. Elle était en effet une princesse irlandaise, sa vie, sa famille, son identité même, lui ayant été volée lors d'un raid violent. Elle a été victime d'un trafic à travers l'Europe et vendue sur une estrade en bois comme un animal. Son silence n'était pas un défaut, c'était un bouclier, la seule partie d'elle-même qu'il lui restait à contrôler. L'histoire de Melkorka est horrifiante parce qu'elle a été préservée, un seul nom dans un océan de victimes sans nom, mais elle n'était pas unique. Elle faisait partie d'une vaste et implacable récolte humaine qui a duré 3 siècles. Pour chaque princesse capturée consignée dans une saga, des milliers de femmes et d'enfants ordinaires ont été emportés dans les ténèbres, leurs noms et leurs histoires effacées à jamais. Pour comprendre la terreur pure à laquelle elles ont été confrontées, nous devons nous transporter au moment où leur monde a pris fin, le moment où la marée rouge des Drakkar est apparue à l'horizon. Cette marée rouge de Drakkar est apparue à l'horizon, et pour d'innombrables communautés côtières et fluviales, cela signifiait que le monde était sur le point de s'effondrer. Imaginez un village en Francie en l'an 858. La journée commence comme n'importe quelle autre. Le rythme de la vie est dicté par le soleil et les marées. L'air sent la fumée de bois, le bétail et la mer. Et puis, une vigie crie. Une forme fend la brume matinale, basse et rapide, puis une autre et encore une autre. La panique éclate, une course effrénée pour se mettre à l'abri, mais il est déjà trop tard. Les Drakkar n'accostent pas dans un port fortifié. Ils glissent sur la plage sans défense, leur prouée de dragons semblant goûter le sable. Des hommes sautent dans les bas-fonds, une vague terrifiante de fer, de cuir et de force brute. Imaginez ceci, l'odeur du sel et de la laine mouillée mêlée à la fumée âcre du toit de votre voisin qui prend feu, le bruit d'une porte d'église qui vole en éclats, un endroit que vous pensiez être un sanctuaire, devenu une entrée vers l'enfer, une langue que vous ne comprenez pas, des cris gutturaux qui ne sont pas des mots, mais des armes de peur. On vous arrache à votre cachette, les bras liés. Autour de vous, c'est une vision de chaos pur, des hommes abattus, les vieux et les infirmes écartés, les forts et les jeunes évalués d'un œil froid et calculateur. Ce n'est pas une bataille, c'est une récolte. Pour les femmes de ces villes côtières, l'arrivée d'un Drakkar n'était pas une aventure, c'était la fin de leur monde. Les chroniques officielles disent qu'elles ont été capturées. Un mot stérile pour une réalité terrifiante. Ce n'est pas de la fiction. Les Annales de Saint-Bertin, une chronique sèche et impassible de l'époque,
note pour cette année même que des Vikings sur la scène firent une multitude de femmes captives. Une multitude. Une génération entière de filles, d'épouses et de mères réduites à une ligne dans un registre. Alors qu'elles étaient forcées de monter à bord des mêmes navires qui avaient apporté cette destruction, laissant derrière elles les ruines fumantes de leur vie, une nouvelle terreur commençait. Pour les femmes sur ces navires, la violence du raid n'était que le commencement. Elles s'éloignaient de tout ce qu'elles avaient toujours connu, vers un monde aux règles différentes, un monde où leur capture n'était pas considérée comme un acte de guerre chaotique, mais comme une acquisition légitime. La véritable horreur n'était pas l'anarchie du raid, c'était la loi qui les attendait. La loi qui les attendait de l'autre côté de la mer n'était pas une loi de justice, c'était une loi de propriété, la loi du loup. Nous avons cette image des Vikings comme des berserkers sans foi ni loi, mus par rien d'autre que l'impulsion et la soif de sang. Mais c'est une autre idée fausse et dangereuse. Ils avaient une société juridique profondément complexe et structurée. Ils avaient des tribunaux, des assemblées et des lois orales et écrites complexes régissant tout, de l'héritage à l'insulte. Et c'est au sein même de cette structure, de ce vernis de civilisation, que nous trouvons la cruauté la plus profonde et la plus calculée. Pour la voir, il faut regarder à l'intérieur de documents comme le Gragas, le code de loi du Commonwealth islandais. C'est un plan directeur de leur société, une fenêtre sur leur vision du monde. Et en le lisant, on trouve d'abord des choses qui semblent familières, voire justes. Il spécifie une peine pour le viol d'une femme libre, la mise hors la loi mineure, un exil de 3 ans et la confiscation complète de vos biens. C'était un crime reconnu et grave contre son honneur et celui de sa famille. Ils comprenaient la violation. Ils ont légiféré contre elle. Mais ce n'était pas seulement le chaos de la guerre. C'était pire. C'était une politique. Caché dans leur propre code de loi se trouve le plus sombre des secrets. Les lois du Gragas spécifiaient une peine pour le viol d'une femme libre, mais l'analyse experte de ces textes révèle une omission horrifiante. Ces lois n'offraient aucune protection à une thrall. Elle était une propriété. Son corps ne lui appartenait pas. Tout acte sexuel accompli sur elle par son maître n'était pas un crime. La violence était légalement sanctionnée. Une thrall ne pouvait pas être violée aux yeux de la loi pour la même raison qu'un homme ne pouvait pas être accusé de violer son propre bétail. L'acte était juridiquement impossible car la victime était juridiquement sous-humaine. Ce n'était pas un acte secret et honteux. C'était un privilège documenté des puissants, un privilège écrit à l'encre, une violence de la plume. Mais cette trace écrite de la cruauté mène-t-elle quelque part? Pouvons-nous trouver la preuve physique de ce système, le témoignage silencieux des victimes elles-mêmes enfouies dans le sol froid du Nord? Un privilège écrit à l'encre, une violence de la plume. Mais cette trace écrite de la cruauté mène-t-elle quelque part? Pouvons-nous trouver la preuve physique de ce système, le témoignage silencieux des victimes elles-mêmes, enfouies dans le sol froid du Nord? La réponse est oui. La preuve est là, et elle est sans ambiguïté. Pendant des siècles, tout cela est resté enfoui. Mais maintenant, les morts commencent à parler. La percée vient d'un domaine de la science médico-légale appelé l'analyse des isotopes du strontium. Cela semble complexe, mais le principe est d'une simplicité magnifique. La géologie de la Terre est différente partout. La signature chimique unique de la roche et du sol où vous vivez se retrouve dans l'eau que vous buvez et la nourriture que vous mangez. Enfant, lorsque vos dents d'adulte se forment, cette signature se fixe de manière permanente dans l'émail. Vos dents deviennent un minuscule passeport indestructible qui indique aux scientifiques exactement où vous avez grandi.
Lorsque les archéologues ont commencé à appliquer cette technique aux cimetières de l'ère viking, ils s'attendaient à trouver des communautés locales. Au lieu de cela, ils ont trouvé une population fantôme. L'analyse médico-légale des tombes vikings au Danemark et au-delà révèle un schéma caché. La signature chimique incrustée dans l'émail de leurs dents nous indique où une personne a grandi. Et tombe après tombe, les femmes sont étrangères. Une femme de haut rang enterrée, dans une forteresse danoise, s'avère avoir grandi en Allemagne. Une autre, enterrée avec de riches biens en Norvège, venait des îles britanniques, déplacées. Amenées sur cette terre contre leur gré, soit comme épouses échangées dans des alliances politiques, soit, bien plus souvent, comme butin de guerre humain. Leurs os sont les reçus d'un commerce oublié. Chaque dent raconte l'histoire d'une seule vie volée, un témoignage silencieux et scientifique qui corrobore les murmures terrifiés des anciennes chroniques. C'est la preuve physique que le système des Thralls n'était pas seulement une loi sur une page, c'était une vaste réalité opérationnelle. Mais ces tombes individuelles ne sont qu'un début. Ce sont les pièces capturées d'un puzzle beaucoup plus grand et plus troublant. Que se passe-t-il lorsque vous les assemblez toutes? Est-il possible de mesurer toute l'ampleur choquante de ce déplacement, non pas dans un seul cimetière, mais à travers une nation entière? Existe-t-il un témoin final qui puisse révéler le véritable verdict génétique de toute cette époque? Ce témoin final existe. C'est celui que nous avons rencontré au tout début. Celui qui contient l'histoire collective de chaque victime, de chaque survivant et de chaque bourré. Le témoin qui ne peut ni mentir, ni être altéré, ni être réduit au silence. C'est le fantôme dans la machine. C'est l'ADN. Rappelez-vous les chiffres. L'anomalie mathématique choquante qui a lancé notre enquête. La population fondatrice de l'Islande. Une lignée paternelle qui est à près de 80% nordique. Et une lignée maternelle qui est à plus de 60% gaélique des côtes de l'Irlande et de l'Écosse. Pendant des décennies, ce fut une énigme scientifique stérile. Aujourd'hui, c'est un verdict. Au cours de cette enquête, nous avons suivi la chaîne des preuves. Nous avons vu le moteur de la conquête. Le Drakkar, une arme d'une efficacité terrifiante construite pour frapper au cœur de terre sans méfiance. Nous avons appris l'existence de la marchandise humaine, les Thralls, des femmes comme la princesse irlandaise Melkorka, capturées, trafiquées et vendues comme du bétail. Nous avons ressenti la terreur de la marée rouge, les raids qui ont emporté cette multitude de femmes consignées par des moines paniqués. Nous avons lu les clauses horrifiantes de leurs propres codes de loi, un système qui a délibérément et légalement dépouillé ces femmes de leur humanité. Et nous avons trouvé les reçus physiques de ce commerce, le témoignage chimique des dents, prouvant la présence d'une population de femmes étrangères déplacées, enterrées en terre viking. Et maintenant, nous pouvons enfin comprendre le fantôme dans la machine. Ce déséquilibre choquant, 80% de pères nordiques, 60% de mères gaéliques. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une migration pacifique. C'est le résultat, à l'échelle nationale, d'un millier de voyages brutaux. Chaque raid qui a capturé des femmes, chaque marché aux esclaves qui les a vendus, chaque loi qui les a privés de leurs droits, tout mène ici. Ce n'est pas une théorie. C'est une conclusion exigée par le poids combiné de l'histoire, de l'archéologie et de la science médico-légale. L'écogénétique du Thrall est la signature fondatrice d'une nation. C'est l'aveu qui n'a jamais pu être effacé. L'affaire est classée, le verdict est tombé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car considérer cela comme la simple histoire sauvage d'un seul peuple ancien, c'est passer complètement à côté de l'essentiel. La vérité terrifiante est que ce schéma de pouvoir n'est pas propre aux Vikings. C'est un fil sombre tissé dans la trame même de l'histoire humaine. Ce fil sombre est tissé dans la trame même de l'histoire humaine, et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Il est facile de condamner les Vikings.
de les voir comme des monstres d'un passé lointain, une anomalie sauvage dans l'histoire de la civilisation. Mais cette histoire les concerne-t-elle vraiment? Ou concerne-t-elle un schéma de pouvoir intemporel et inquiétant, de conquête? De ce que les puissants ont toujours cru avoir le droit de prendre aux impuissants. Regardez de plus près et vous verrez les mêmes mécanismes brutaux à l'œuvre, encore et encore, à travers les siècles. Le schéma comporte toujours les mêmes éléments. D'abord, un avantage technologique ou organisationnel qui permet la conquête. Pour les Vikings, c'était le Drakkar. Pour l'Empire romain, c'était la légion disciplinée et la voie pavée. Pour les conquistadors, c'était le galion, la poudre à canon et l'acier. Vient ensuite la justification psychologique, la déshumanisation. Les Vikings avaient leurs thralls, les Romains avaient leurs barbares, les empires coloniaux avaient leurs sauvages. Un langage de l'altérité est créé, un vocabulaire qui dépouille méthodiquement un groupe de son humanité pour le transformer en ressource pour un autre. Et enfin, le système est codifié. La violence devient une politique officielle. Les lois nordiques qui niaient à une thrall la possession de son propre corps trouvent un écho dans les codes de l'esclavage des Amériques et les décrets coloniaux qui ont dépouillé les peuples autochtones de leurs terres et de leurs droits. C'est la logique froide et bureaucratique de l'oppression, transformant le chaos en un système organisé et rentable. L'écho génétique que nous avons trouvé en Islande est un exemple frappant et mesurable, mais le processus qu'il révèle est universel. Les noms changent, les navires changent, mais le schéma demeure. Et la partie la plus constante de ce schéma est le silence qui s'ensuit, le silence des conquis. Les histoires triomphantes sont écrites, les sagas héroïques sont racontées, et les statues des conquérants sont érigées. Mais les voix des victimes sont effacées. Alors, où vont leurs histoires? Qu'advient-il de la vérité lorsque les seules archives restantes sont celles écrites par les puissants? Qu'advient-il de la vérité lorsque les seules archives restantes sont celles écrites par les puissants? Elle devient clandestine, elle se cache, elle attend. Elle s'incruste dans les choses qui sont laissées derrière, les preuves involontaires que les conquérants n'ont jamais pensé à détruire, parce qu'ils ne les ont jamais considérées comme des archives. Nous ne connaîtrons jamais les noms de la grande majorité des femmes emportées par la marée rouge. Nous n'entendrons jamais leurs histoires individuelles, leurs espoirs, leurs peurs, leurs souvenirs des foyers qu'elles ont perdus. Leurs expériences ont été consumées par la grande machine broyeuse de l'histoire, jugée sans importance par ceux qui ont écrit les sagas et les chroniques. Elles n'existent plus que comme un silence collectif, une vaste histoire non écrite de souffrance. Nous ne nous souvenons du nom de Melkorka que parce qu'elle était une princesse, une anomalie dont l'histoire était liée aux grands hommes qui la possédaient. Pour chacune d'entre elles, il y a eu 1 millier de fantômes qui ont disparu sans laisser de traces, leur silence pris pour un consentement, leur absence pour de l'insignifiance. Mais ce silence n'est pas vide. Les véritables et sombres secrets des voyages vikings ne seront jamais entièrement connus. Ils n'ont pas été écrits dans les sagas ou gravés sur des pierres runiques. Ils sont morts dans le silence de femmes comme Melkorka. Mais leur histoire n'est pas entièrement perdue. Elle se trouve dans les mesures hantées de notre propre ADN. Elle est dans la chimie étrangère des eaux enfouies dans le sol du Nord. Elle est dans les omissions glaçantes de leur propre code de loi. Les archives historiques ne sont pas cachées. Elles n'ont jamais été vraiment perdues. Elles ont été là depuis le début, attendant patiemment dans le sang et dans la terre. Nous devions juste apprendre à les lire. Il y a d'autres archives cachées qui attendent d'être découvertes. Abonnez-vous pour connaître les secrets que nous révélerons prochainement.